Ceux qui entendent les cris à travers les murs, qui voient leur mère, leur père pleurer, qui apprennent à avoir peur, bien trop tôt. Ces victimes sont les enfants co-victimes de violences conjugales, parfois témoins, parfois frappés eux aussi, par ricochet. Des enfants qui grandissent avec des cicatrices invisibles, des blessures qui traînent jusque dans leur vie d'adulte, et qui impactent tout, leurs relations, leur confiance, leur santé mentale, sans jamais vraiment faire le lien, sans comprendre que le fil rouge de leur douleur, c'était ce qu'ils ont vécu, bien trop jeunes. Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur où on te vient avec un sujet sérieux, lourd, mais aussi important parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut mettre en place, des choses qu'il faut éviter justement pour passer à travers ces épreuves de nos enfances qui peuvent être parfois douloureuses et difficiles pour pouvoir se construire en tant qu'adulte. Donc Samir, je te laisse peut-être commencer avec le premier point que tu voulais partager justement sur tout ça. Ouais, exactement. Et peut-être juste avant de commencer, c'est vrai que là, après cette intro explosive quand même, qui est quand même assez, je pense, prenante, on a ri parce qu'on s'est dit, ah ouais, mais mince, en fait, le jingle là de début là, il contraste pas du tout avec l'histoire, mais bon. Exactement. Mais en même temps, c'est aussi des sujets qui sont importants à aborder parce que il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça. Puis on va te donner des statistiques aussi et qui ne se rendent pas compte dans leur développement que beaucoup de blocages, beaucoup de situations qu'ils vivent au quotidien et qu'ils revivent même, en fait, sont en lien avec ce trauma-là, avec ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants. Et vu qu'ils n'ont pas suffisamment d'infos, que c'est un sujet qui est pas suffisamment aussi abordé, parce qu'on se concentre beaucoup plus sur les victimes de violences conjugales que sur les co-victimes de violences conjugales, bah, malheureusement, en fait, ils sont oubliés et pourtant, l'impact sur les co-victimes est tout aussi importante que sur les victimes. Tout à fait. Ben, pour commencer, on va parler peut-être un peu des chiffres. Les premiers chiffres qu'on voulait donner, en fait, c'est des stats qui nous viennent du ministère de la Sécurité intérieure. Il faut savoir qu'il y a 271 000 victimes de violences conjugales recensées en 2023 en France. Ça, c'est vraiment ceux qui sont directement victimes, que ce soit les compagnes ou les compagnons, parce qu'il y a aussi des femmes. Donc, il y a 85% qui sont des femmes, 15% qui sont des hommes. 86% des auteurs de ces violences sont des hommes. Et ces violences sont réparties en 3 possibilités. Il y a la violence physique, la violence psychologique et verbale et les violences sexuelles. 64% c'est des violences physiques, 31% verbales ou psychologiques et 4% sont sexuelles. Ça, c'est vraiment pour les victimes directes, d'accord ? Tout à fait. Maintenant, on n'a pas de chiffres en 2023 sur les co-victimes. Les co-victimes, c'est les enfants qui ont vécu indirectement ces violences. Mais par contre, on a une estimation qui date de 2021, une estimation qui est fréquemment citée par l'ONPE. Alors, je ne sais pas d'où viennent ces stats, mais je sais qu'elles sont souvent citées par l'ONPE, donc l'Observatoire national de la protection de l'enfance. En fait, on estime les co-victimes à 398 310 enfants. D'accord ? C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et ça, c'était pour 2023, donc 2021, pardon. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus que ça, si on cumule avec les différentes années. Et en fait, bah, ces victimes, c'est les enfants qui sont témoins oculaires ou auditifs, mais aussi d'autres qui sont exposés à ces violences-là par rebond, en fait, parce que ils ont assisté, parce qu'ils ont pris parole, parce que le parent qui est l'auteur de ces violences-là va s'en prendre par la suite aux enfants. Donc voilà, donc c'est vraiment de comprendre à quel point bah, en fait les co-victimes sont tout autant impactées. Il y en a beaucoup plus que les victimes de départ. Et vu qu'ils sont enfants, ça a un impact encore beaucoup plus grand parce que eux, ils vivent ça avec leur carte du monde d'enfant. Ouais, tout à fait, Samir. Et ici, je vais te partager un point, toi qui nous écoutes, on va revenir dessus un petit peu plus loin, mais pour que tu aies aussi la bonne grille de lecture. Souvent, on a tendance à croire, et à tort, que le traumatisme est lié directement à l'événement lui-même.
Mmh. L'événement peut être traumatique, mais ce qui est encore plus traumatique, c'est le silence qu'il y a derrière, c'est le fait de ne pas être accompagné, c'est le fait d'être seul face à ça, et c'est surtout tout ce qu'on va construire à l'intérieur de nous, en termes de définition, en termes de sens, en termes de perception et de charge émotionnelle qu'on va venir associer à l'événement lui-même. Donc garde bien en tête que ce qui est le plus traumatique dans tout ça, ce n'est pas tant l'événement lui-même, même s'il a une valeur traumatique et on ne peut pas la remettre en question, Mmh. mais le traumatisme, lui, va prendre naissance dans l'après. Il prend pas naissance au moment où l'événement se produit et ça peut vraiment ressortir plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard, selon effectivement ce qui va pouvoir se passer. Mais essaye de garder ça en tête, toi qui nous écoutes. L'événement traumatique est une chose et le trauma qui peut ressortir de ces événements en est une autre. C'est Mmh. vraiment deux choses qui sont conséquentes, mais encore une fois, ce n'est pas l'événement en lui-même qui est le plus traumatisant, c'est ce qui se passe après. Donc garde ça en tête, parce qu'on va aborder justement dans ce podcast, eh bien, sous cet angle-là, qui est un angle qui est pas inventé, c'est pas sorti de notre chapeau, d'accord? Mmh. C'est vraiment ce qui est observé, ce qui a été étudié, ce qui a été mis en avant justement dans la compréhension des traumas et dans la prise en charge des traumas. Donc, par rapport à tout ce que tu viens de dire là, Samir, le point suivant, c'est peut-être une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que finalement les co-victimes ne sont-elles pas pris en charge plus que ça? En fait, pour les enfants, il y a le silence et le secret familial. Ça, c'est vraiment deux choses qui vont être à l'origine du trauma. Parce que Ouais. l'expérience, oui, mais ce qui va être vraiment euh, initiateur traumatique, c'est ce silence et ce secret familial. C'est tout le tabou en fait qu'il y a autour. C'est-à-dire le silence imposé par les parents. Faut pas en parler, faut pas que t'en parles autour de toi, faut pas que les gens le sachent. Il faut pas que on apprenne ça de notre famille, il faut le garder pour toi, etc. Tu vas voir, ça va aller, on va trouver une solution. C'est tout ce discours, en fait, pour contenir et vraiment empêcher l'information de circuler, qui va, en fait, amener tout un tas de choses. Déjà, il y a un conflit de loyauté qui va arriver. Parce que, d'un côté, on, on va distiller de la honte à l'intérieur de l'enfant, ou à l'intérieur de la personne qui est co-victime justement de cette situation-là, où on va associer le fait de non, non, mais faut pas en parler, faut surtout pas le mettre en avant, qu'est-ce qu'on va penser de toi, qu'est-ce qu'on va dire de nous. Donc il y a cette honte en fait qui va arriver. Et puis de l'autre côté, il y a la peur de trahir qui va aussi prendre beaucoup de place. C'est oui, mais si je fais ça, ça veut dire que je trahis mes proches, je trahis mes parents, je trahis les gens que j'aime, et donc elle est où ma place en fait? Comment je vais réussir à garder mon écosystème en place? Et ça, c'est valable pour le sujet qu'on t'amène aujourd'hui, mais c'est valable de la même façon pour des personnes qui vont subir d'autres types d'agressions, qui vont arriver chez eux, qui vont s'en remettre aux personnes en qui ils sont censés avoir le plus confiance et être le plus en sécurité. Et quand tu rentres chez toi et que tu dis, bah, regarde, je me suis fait agresser, ou je me suis fait violer, ou je me suis fait ceci ou cela, et que ton parent référent ou la personne de confiance te dit, ok, bah écoute, t'en parles à personne parce qu'il faut pas qu'on le sache, qu'est-ce qu'on va penser de nous, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. C'est là aussi où le trauma en fait se produit. Donc c'est encore une fois, j'insiste là-dessus, ça peut paraître étrange et je t'invite à faire tes propres recherches et tu vas te rendre compte vraiment que c'est ça qui ressort le plus. C'est que oui, il y a un trauma au départ, mais le trauma qui est encore plus profond, c'est celui qui arrive après justement l'incident. Et c'est toute cette honte, cette peur de trahir, cette fidélité inconsciente, cette loyauté profonde qu'on va avoir envers nos proches, envers notre famille, qui va nous pousser à accepter en fait des violences qui ne devraient jamais être acceptées, qui ne devraient jamais être tolérées. Et tout ça, vraiment de prendre conscience que ça va créer une charge émotionnelle tellement intense, tellement importante pour l'enfant, que en fait, ça va le placer dans des mécanismes de survie, ça va le mettre en surréactivité par rapport à tout un tas de choses, il va s'enfermer, il va déstabiliser tout son système de régulation émotionnelle, ça va jouer dans son système nerveux, ça va venir amener des changements physiologiques dans son cerveau, et tout ça, en fait, c'est des problèmes qui vont se répercuter après, à l'âge adulte. Donc c'est vraiment important de comprendre que le, le trauma, la première étape du trauma ici, c'est l'enfant qui voit ou qui entend ses parents se battre,
voir un de ses parents souffrir parce que l'autre intervient, on est dans un cas techniquement où on est censé être en sécurité, où on peut se dire, bah, quand je suis à la maison, quand je suis avec mes parents, tout va bien, je suis en sécurité, il va rien m'arriver. Donc déjà, il y a ce truc-là qui se produit. Et ce qui vient encore plus créer le trauma, c'est tout le silence et toute la mise à part, en fait, qu'on va avoir derrière, où finalement, je reconnais pas ce que tu as vécu, je reconnais pas ce que tu penses, je reconnais pas ta situation, et en gros, je suis en train de te dire, bah regarde, t'es pas assez important pour qu'on en parle. T'as pas assez de valeur, finalement, pour que tu puisses t'exprimer, que tu puisses être reconnu. Et il est là le vrai trauma. C'est celui-là qui va complètement déglinguer finalement l'enfant et qui ça peut en fait prendre des proportions énormes. Et après à l'âge adulte, ça devient l'enfer. Et voilà, Ouais. ça c'est le premier point avec la petite précision que je voulais te redonner là-dessus, parce que c'est vraiment important de le comprendre et de l'avoir en grille de lecture parce qu'on comprend mieux après ce qui se passe. Mmh. Exact. Ouais, et tu vois, dans ce que tu dis là, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, en fait, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ça va finir par donner lieu, ben, encore une fois, à d'autres problèmes à l'âge adulte ou même directement. Parce que des fois, on voit un enfant qui est agité, qui est violent à l'école et on ne sait pas pourquoi, alors que peut-être, ça veut pas dire qu'il vit ça, d'accord? Tout à C'est fait. un des signes, mais ça veut pas dire que systématiquement c'est en lien avec ça. Mais en fait, Mmh. on va pas se dire, bah tiens, c'est peut-être parce qu'il a vécu lui aussi ça, il est en train de reproduire aussi des schémas. Donc ça, c'est vraiment important de le garder, c'est que ce qui est pas exprimé va s'imprimer à l'intérieur de nous, et à un moment ou l'autre, bah, ce qu'on ne sort pas, ce qu'on n'exprime pas, va finir, bah, on le dit souvent, hein, mais les émotions sont pas biodégradables, donc ça va Complètement. finir par trouver le moyen de sortir quoi qu'il arrive d'une autre façon. Et il y avait aussi le fait, parce que c'est ce que tu disais, cette honte qui est créée, cette peur qu'on met dans la tête de l'enfant de, bah, Mmh. si jamais tu t'exprimes, on va nous séparer. Tu sais, les Oui. services sociaux vont venir et tout ça. Faut savoir que cet enfant, même si ses parents peuvent être violents ou l'un de ses parents peut être violent, il les aime Mmh. quand même. Ça reste ses parents. Ah Et oui, c'est il ça. a, ouais, Mmh. Ouais, tout à fait, et c'est ça aussi qui est encore plus violent finalement. ouais, Parce que si tu prends la situation, tu as un enfant qui assiste à une scène comme celle-là. ouais, L'enfant est accompagné, on lui permet de verbaliser, on lui permet d'exprimer, on lui permet en fait d'explorer ce qu'il ressent, ce qui se passe, comment il voit les choses, d'avoir en fait un adulte référent qui lui donne un cadre et qui lui explique les choses et qui cadre les éléments. mhm, L'impact sera pas du tout le même que si effectivement on commence à donner la responsabilité à un enfant, je sais pas moi, de 5 ans ou 10 ans, en disant regarde si t'en parles, notre famille elle va être brisée, on va ouais, t'emmener, tu vas plus nous voir. Mais t'imagines toi enfin, la violence, ouais. le trauma émotionnel que qu'un enfant peut recevoir, bien plus important finalement que d'avoir vu un de ses parents se faire taper dessus, Mm. et tellement plus profond. Et tu vois, ça me fait penser à il y a longtemps de ça, je pense il y a une bonne vingtaine d'années si c'est pas plus. Je vivais à Paris à cette époque-là, et j'étais parti faire des courses un soir. Et en fait, je me suis retrouvé dans un petit supermarché de quartier. Et en fait, il y avait une dame avec, je pense, c'était sa fille. Ouais, c'était une petite fille. Il y avait une dame avec sa fille qui devait avoir, je sais pas, 7, 8 ans, peut-être quelque chose comme ça. Et en fait, cette dame-là, je pense qu'elle avait très certainement consommé de l'alcool ou d'autres choses, peu importe. Et en fait, elle s'en est prise à la caissière. Ok. Mais vraiment, elle s'est jetée sur la caissière, à lui tirer les cheveux, à lui foutre des claques. Enfin, la scène, c'était le truc qu'habituellement tu vois à la télé, tu vois. Mm. Et en fait, la petite fille, je l'ai vue commencer à courir vers la caissière pour taper dessus, dans l'idée probablement de défendre sa maman ou autre. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai attrapé la petite. Je l'ai retournée de façon à ce qu'elle voit plus la scène. Ouais, Et la chose que j'ai fait à ce moment-là, que, en tout cas, j'estimais être le mieux, parce que de toute façon, il y a déjà des gens qui s'occupaient de séparer les deux personnes. Donc ça sert à rien de s'y mettre à 50, de toute façon. bien sûr. Fait que j'ai chopé la petite parce qu'elle était toute seule, finalement. Il y a personne qui s'occupait d'elle. Je l'ai retournée vers moi. Je me suis mis à sa hauteur. Je l'ai regardée dans les yeux. Et je lui ai dit, regarde, ce qui est en train de se passer, c'est pas grave. Ta maman, elle a peut-être des problèmes. Elle est peut-être stressée, elle est peut-être inquiète, elle a peut-être des soucis. Ce qui est en train de se passer, ça fait pas d'elle une mauvaise personne. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. C'est vraiment, Mm. j'étais en mode, ok, je vais essayer de rassurer la petite autant que je peux. C'est pour limiter la casse, même si j'ai bien conscience que
mon intervention à ce moment-là, elle a une possibilité, si tu veux, d'amener du réconfort ou d'amener un sentiment de sécurité ou de recadrer la situation, mais qui est grandement limitée parce qu'après, moi, j'ai plus de contact avec cette petite fille, Bah oui, puis je sais pas ce qui se passe derrière. Mais à ce moment-là, vraiment mon attention s'est portée, mais putain, il y a personne qui s'occupe de la petite en fait. Donc vraiment, je l'ai retournée, je l'ai regardée dans les yeux, je lui dis regarde, tout va bien, t'inquiète pas, t'occupe pas de ce qui se passe derrière, t'es en sécurité, il va rien t'arriver. Ta maman, elle est énervée aujourd'hui, elle a peut-être passé une sale journée, ça fait pas d'elle une mauvaise personne. Et vraiment, tu sais, je lui ai parlé pendant, allez, je pense 3-4 minutes facile, parce que c'était long quand même, le temps que ça se recadre. Et puis, après, finalement, on a réussi à séparer les deux. Elle est venue récupérer sa fille. Et moi, je me souviens parce que je l'ai regardée. Elle m'a regardé en fait en partant la petite. Et je l'ai regardée et vraiment, je lui ai fait signe de « Ok, ça va aller ». Bon, je sais pas si ça a été derrière, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y avait pas mal de choses qui étaient à résoudre. Mais je me dis peut-être que ce jour-là, quelque part, j'ai peut-être contribué à ce que ce soit un peu moins chargé. Et tu vois, Ouais. ça peut être juste ça, de se dire, je prends le temps en fait de me poser, de donner un cadre, d'accompagner, pour montrer en fait à l'enfant que, regarde, il s'est passé ce qui s'est passé, ça a pas de rapport avec toi. Tu sais, on a aussi ce biais psychologique, ce biais cognitif qui est présent en chacun de nous. On a cette tendance dans des situations qui nous dépassent, dans des situations qui nous affectent, à tout personnaliser. Et quand je dis tout personnaliser, ça veut dire tout ramener à nous. On est responsable, c'est de notre faute, c'est nos erreurs, c'est parce que c'est nous, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et ce mécanisme-là, je le connais bien parce que je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais petit. Je l'ai énormément utilisé dans mon enfance parce que je parlais pas de certaines choses, je n'amenais pas certaines choses, je gardais tout pour moi et j'avais tendance vraiment à me culpabiliser en permanence et tout ramener à moi. Et par la suite, quand j'ai fait mes études en psycho, quand j'ai été suivre plein de formations, quand j'ai vraiment poussé mes recherches aussi loin que je pouvais, j'ai pris conscience en fait que c'était un biais cognitif que j'utilisais et qu'en fait c'était pas de ma faute si je pensais les choses comme ça. C'est parce qu'il y avait une configuration, parce qu'il y avait des choses qui en fait se passaient pour moi de ce que je pouvais vivre et qui m'amenaient à penser ça. Mais c'est pour tout le monde pareil en fait. On a tous tendance à tout personnaliser quand les choses se barrent en cacahuète dans notre vie, quand on n'a pas de contrôle. Donc imagine un petit peu ce qui se passe chez un enfant qui de toute façon n'a aucun contrôle sur son environnement, n'a pas le pouvoir de décision, n'a pas d'autonomie, n'a pas aussi développé une capacité à gérer sa métacognition, donc sa capacité à penser à ses propres pensées et ses propres expériences. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Il va naturellement tomber dans le piège justement de la personnalisation et il va en fait devenir responsable quelque part. Il va se poser des questions. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai fait des erreurs? Il faut que je sois sage. Il faut que j'écoute. Il faut pas que je fasse de bêtises. Il faut pas que je me fasse remarquer. Il faut pas que je me plaigne. Et en fait, il y a tout un tas de choses qui ressortent de ça. Et ça peut être super compliqué. Bref, voilà, je m'arrête là. Je pense que le message il est clair. Mais c'est vraiment cette expérience-là, en tout cas, qui revient dans mon esprit. Je la revois la scène. La scène, elle m'a vraiment marqué ce jour-là. C'est sympa justement de partager ce petit moment-là parce que je trouve, je pense et j'espère en tout cas qu'effectivement ça a fait la différence pour elle parce que J'espère aussi. ils en ont vraiment besoin en fait les enfants quand ils vivent ça. Et beaucoup en fait sont ignorés, on ne sait pas. J'ai dit que j'étais dans la pièce à côté, moi il y a jamais personne qui m'a parlé de ce genre de choses. Tu vois, il y a jamais personne qui est venu me dire écoute c'est pas grave ce que tu vis, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, etc. Ce qui fait qu'en fait je dis pas que j'ai vécu ça tout le temps, d'accord, c'était des scènes qui se sont produites dans mon enfance. Il y a eu des périodes où ça n'est plus jamais arrivé, mais tu vois que tu vives ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois tout le temps, malgré tout ça va t'impacter de la même façon. C'est pas parce que tu l'as vécu toi 100 fois et qu'une autre personne l'a vécu 2 fois que ça veut dire que celui qui l'a vécu 100 fois c'est pire que celui qui l'a vécu 2 fois. Tu vois, c'est l'événement traumatique, lui pour un enfant reste violent et va imprimer des choses en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut garder, c'est le trauma, peu importe l'intensité, va laisser va laisser des traces sur le long terme. Oui, et j'insiste encore là-dessus, mais parce que c'est une info qui est tellement précieuse et qui change la grille de lecture. Effectivement, c'est pas parce que ça n'arrive qu'une fois que c'est moins traumatique que si ça arrivait tout le temps. C'est juste une autre forme de trauma.
Parce que C'est tu as des ça. traumas qui se font par la répétition, tu as des traumas qui se font par un seul événement qui se produit. Mais ce qui est le plus risqué et en fait le plus dangereux dans tout ça, c'est tout ce qui suit derrière. Ça peut C'est se ça. produire qu'une seule fois. Mmh. Mais combien de fois, toi, tu vas te le rejouer dans ta tête d'enfant? Combien de fois tu vas la revoir la scène? Combien de fois tu vas essayer de renégocier tes émotions? Combien de fois tu vas essayer de mettre des explications, de trouver des chemins logiques pour recréer de la cohérence avec le peu d'informations que tu as et tous les biais Exact. cognitifs qui vont te pousser de toute façon à fabriquer un trauma à l'intérieur de toi. Fait que de toute façon, ça arrive qu'une seule fois ou ça arrive plusieurs fois, c'est le fait d'être laissé pour compte, d'être laissé seul, sans Mmh. discussion, sans cadre, sans accompagnement, qui va avoir le plus d'impact dans tout ça. Exactement. Donc, maintenant qu'on a vu pour l'enfant, il faut savoir que, ben, pareil, l'adulte, cette problématique, elle va aussi concerner, les adultes qui ont grandi dans cette violence conjugale et il y a plusieurs choses, en fait, qui peuvent être vécues par, cet adulte. Par la Tout à suite, on fait, va ouais. donner les conséquences profondes. Donc là, ça va être les signes et ça va être justement tout l'impact. Mais là, vraiment Mmh. de garder à l'esprit de, en grandissant, ce que l'adulte va porter sur lui. Donc, il y a toujours cette question de déni et de minimisation dont on a parlé, Julien, cette Oui. normalisation de la violence comme élément normal du cadre Mmh. familial. Vu qu'il a grandi dans ça, vu qu'il a vu ça, en fait, c'est comme, c'est tout, c'est ce que j'ai vécu, c'est normal, tu vois, c'est Oui, et normal. puis bon, peut-être que moi, enfant, j'ai pas été battu, donc c'est pas si grave en fait. Ouais, voilà, c'est Mmh. exactement ça. Et c'est ça, c'est que le cerveau, il est là pour créer de la cohérence. Donc, il va venir comme minimiser, comme intégrer cet élément comme quelque chose Complètement. de, tu sais, qui fait partie de ta vie, en fait, mais c'est tout, tu vois. Mais cette banalisation n'empêche pas l'impact des traumas, d'accord? C'est juste ça, c'est juste comme une manière détournée de, ok, c'est pas grave, je rejette l'information. Ouais. Ensuite, il y a cette honte et cette culpabilité, donc honte de cette violence qui a été subie, parfois Mmh. la honte de n'avoir rien pu faire, Mmh. il y a un Tout à fait. sentiment de responsabilité. Et aussi, parfois, ce qui peut arriver, c'est que la personne ou le parent qui a vécu cette Mmh. situation-là va, je trouve ça égoïste, hein, mais c'est leur manière peut-être de voir les choses, Mmh. va t'expliquer qu'en fait, c'est son histoire et que ça ne te regarde pas. Un peu comme pour te dire, Mmh. tais-toi, toi ça te regarde pas, t'as pas besoin de gérer ça, d'y repenser, Tu pas de été touché par ça, donc ouais, tu rien à dire c'est ça, et c'est sûr que c'est pas évident. Après, c'est un mécanisme de défense, puis l'intention derrière, c'est: «Bah, regarde, t'occupe pas de ça, ça t'a pas affecté, c'est ne ça, t'alourdis pas avec ça, ne te fais pas subir ça, c'est pas nécessaire». Mais en fait, le truc, c'est que en faisant ça, tu fais tout l'inverse de ce qu'il faut faire, en fait. ouais, Parce que tu crées un trauma d'abandon, tu crées un trauma, en fait, de de rejet à ce moment-là. Parce que quand tu dis à ton enfant: «Bah non, t'en parles pas», en fait, c'est pas tu parles pas de ce qui m'est arrivé, tu parles pas de ce que toi tu vis et de ce que tu ressens. Donc c'est un rejet profond, en fait, de tes propres ressentis, de ta propre expérience et ça, c'est vraiment problématique et le truc qui est aussi problématique derrière, qu'on n'a pas évoqué et que je redonne ici rapidement, c'est toute la méconnaissance des signes de détresse chez les enfants, où on va se dire: «Oh bah, c'est l'adolescence. Oh bon, bah, ça va aller, ça doit être les hormones. Ah OK, bon, bah, il a pas le moral, il est un peu capricieux, il est ceci, il est cela. Oh, il est pas facile en ce moment, mais ça va passer. C'est l'âge, il est en train de grandir, et cetera, et cetera». Et en fait, c'est tous ces signes de détresse qui, s'ils ne sont pas pris en charge, s'ils ne sont pas repérés, s'ils ne sont pas accompagnés, vont en fait s'accumuler et vont créer encore, d'autres chaînes de trauma qui vont s'imprimer et ça va continuer en fait par la suite. Donc c'est vrai que quand tu dis que, il y a justement cette honte de la violence subie et cette culpabilité de n'avoir rien pu faire, bah, ce sentiment de responsabilité, il va ressortir parce qu'il y a un manque d'accompagnement, il y a un manque de dialogue, il y a un manque en fait de prise en compte de tout ce que l'enfant a pu subir par ricochet, par observation, en fait par expérience qu'on dit vicariante. En fait, il va se retrouver avec tout ça, même si c'est l'enfant qui est quelque part responsable de sa propre construction de culpabilité. Mais tu peux pas dire à un enfant: «Regarde, si tu te sens coupable, c'est de ta faute». Un enfant, ça a pas la maturité émotionnelle, d'accord? La maturité émotionnelle, ça arrive pas avant la fin
avant la fin des, tu sais, 20, je crois que c'est 26, 28, quelque chose Ouais. comme ça, où on arrive vraiment à maturation. Fait qu'à un moment donné, tu demandes pas à un enfant de 10 ans de se sentir responsable c'est de ta faute si tu te sens coupable, t'as qu'à prendre du Mmh. recul. Bah À oui. un moment donné, c'est comme, s'il te plaît, là, fais les choses correctement. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça et tu vois, j'ai utilisé le mot égoïsme, ben, c'est une forme d'égoïsme, ça veut pas dire que c'est Mmh. méchant, c'est pas un mot, tu sais, c'est pas une Tout à fait. attaque que je dis, c'est un comportement égoïste pour, d'une manière ou d'une autre, se défendre ou parfois peut-être pour, essayer de minimiser la chose, mais c'est pas le bon comportement à avoir parce que le parent qui a vécu cette chose-là, il l'a vécu à sa manière. Mais c'est aussi l'histoire de l'enfant. Et des fois, on a tendance à croire, non, c'est à 99% l'histoire du parent et à 1% l'histoire de l'enfant. Non, en fait, c'est deux histoires différentes. Le parent, Tout à fait. son histoire, c'est son histoire. Et l'enfant, son histoire, c'est à 100% son histoire en tant que témoin, Exactement. tu vois. Et c'est bien de dissocier ça. C'est bien de le comprendre parce que sinon, en fait, ça devient compliqué. Et l'enfant, il finit par dire: «Bah non, en fait, moi, j'ai rien à voir dans l'histoire et puis je dois pas en parler parce que, c'est pas mon histoire, parce que je dois respecter aussi, je sais pas moi, le fait que ma mère ou mon père a peut-être pas envie que j'en parle, en fait». Ben non, en fait, toi aussi, tu dois traiter ton traumatisme. Si ton parent a pas envie de le traiter et qu'il a envie peut-être de mettre la tête, sous terre par Mmh. mécanisme de défense, Faire l'autruche, ouais. ben, Bah, en c'est fait, son il fait droit, hein. l'autruche. Ouais, il fait C'est son l'autruche, droit, mais mais t'embarques pas les autres dans ton choix, quoi. c'est voilà, c'est exactement ça. C'est toi qui nous écoutes. Si jamais, hem, par la force des choses, par ton histoire de vie, en fait, t'as vécu telle ou telle chose. Peut-être que t'as été le parent battu. Peut-être que t'as été l'enfant du parent battu, ou violenté, ou agressé, ou peu importe. Peu importe le niveau. Il y a Ouais. vraiment 2 choses à comprendre. La première, c'est que si tes parents n'ont peut-être pas accompagné ce sujet-là, ou n'ont pas été présents pour t'accompagner, c'est probablement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Oui, c'est Et ça, ouais. quand je parle de moyens, c'est les moyens psychologiques, émotionnels, Exactement. la stabilité et l'équilibre nécessaire pour pouvoir aborder ces sujets-là et t'accompagner dans ces sujets-là. Ça n'excuse pas ce qui est pas fait, hein, d'accord? Ouais. Mais il y a ça qui est à prendre en compte. La deuxième chose, c'est que si c'est toi, le parent, qui a subi ces violences-là, et qu'en fait, t'es en train de te dire, putain, j'ai fait subir ça à mes enfants. Je pensais qu'ils étaient en sécurité, mais ils ont entendu, ils ont vu, Mmh. en fait, je les ai traumatisés. Ok, on prend un pas de recul, on respire profondément. T'as pas traumatisé tes enfants. C'est pas de ta Exactement. faute ce qui est Ouais. arrivé. Et probablement qu'à ce moment-là, t'avais pas les ressources ou t'avais tout simplement pas les connaissances pour pouvoir dire, faut que je m'occupe de mes enfants, faut que je les accompagne sur ce sujet-là. Mmh. Donc déjà, t'as pas à te sentir coupable de ça. Exactement. Et la deuxième chose, enfin, la troisième chose plus exactement, parce que j'ai dit qu'il y en avait deux, mais il y en aura une troisième, c'est que tu ne peux pas prédire comment ton enfant va réagir et comment est-ce qu'il va, Mmh. en fait, gérer cette information. Il y a des statistiques qui nous démontrent que souvent, le chemin qui est pris, c'est celui-là. Mais d'un enfant à un autre, il y a plein de variables qui peuvent entrer en jeu et que, tu sais, quelque part, tu peux être un parent en train de te dire, merde, c'est pour ça que mon enfant va pas bien aujourd'hui, mais il m'en a pas parlé, il n'a pas communiqué, il a pas ceci, peut-être que je lui ai pas posé assez de questions, peut-être que Mmh tout un mh. tas de choses. Et tu vois, je me souviens, il y a pas si longtemps que ça, avoir partagé des choses finalement sur ce que j'avais pu ressentir, ce que j'avais pu vivre durant mon enfance, et mes parents m'ont dit, mais pourquoi tu nous en as pas parlé? En fait, mais Mmh. on t'aurait accompagné, on t'aurait aidé sur certains points, on t'aurait et en fait, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que parfois tout est parfait comme c'est et on n'aurait pas pu mieux Ouais. faire. Mais si toi, en tant qu'enfant, à ce moment-là, bah, par ton ressenti, par ce qui se produit, même si on te pose la question, même si on te demande si tout va bien, même si, bah, il y a aussi tout ce qui joue à l'intérieur de toi, où finalement, on n'a pas de contrôle. On peut créer l'environnement pour aider, mais finalement, on n'a pas nécessairement le contrôle. Donc, tu sais, je voulais vraiment donner cette précision-là parce que c'est important que, bah, l'enfant que t'as été, qui a grandi et qui a peut-être des difficultés aujourd'hui, tu peux pas juste tout fourguer à tes parents en disant, bah, c'est de votre faute si je suis Bien dans cet sûr. état-là. Mmh. Ok, bah oui, il y a un passif, il y a quelque chose qui s'est produit. Travaille sur toi, fais-toi accompagner, progresse, prends tes responsabilités. Si, en tant que parent, t'as vécu ça et que finalement tu te rends compte que t'as potentiellement impacté tes enfants, ou en tout cas la situation
a impacté tes enfants, bah c'est aussi peut-être simplement de dire, tiens, mais en fait je savais pas, et je savais pas qu'il fallait faire ça, et je ne savais pas qu'il fallait mettre telle chose en place. Et en fait, je vais te dire que c'est ok entre guillemets, c'est pas l'idéal, mais t'as fait de ton mieux, t'as fait ce que tu pouvais avec les moyens que t'avais à ce moment-là, et que te sentir coupable de ça aujourd'hui, ça changera rien en fait, ça réglera pas le problème. Et le mieux, Mmh. ça va être d'entamer éventuellement une discussion, un accompagnement, de l'écoute, et bah, t'assurer de toi aussi être pris en charge sur ces questions-là, pour que bah il y ait pas un truc latent qui continue de traîner et qui continue d'influencer de chaque côté. Parce que, tu sais, je vais terminer avec ça, mais quand t'as un parent qui n'a pas résolu cette problématique-là et qui en fait renvoie des signaux à ses enfants, même adultes, que bah tu sais, je peux pas être heureux ou heureuse parce que bah tu t'en vas loin, parce que ceci, parce que cela, parce que j'ai besoin de toi, parce que truc. Bon, là par contre ça devient problématique parce que t'es en train Mmh. de faire du chantage affectif, t'es en train en fait de faire culpabiliser tes enfants adultes pour qu'ils viennent compenser quelque chose que t'as pas résolu toi dans ton histoire d'adulte. Et ça c'est problématique. Donc on remet du cadre, on reprend du recul, ça sert à rien de se sentir coupable pour tout et n'importe quoi. On prend nos responsabilités et on prend des décisions, on fait des choix et on se fait accompagner si jamais c'était nécessaire. Mais je voulais juste préciser ça parce que on n'est pas à l'abri, en fait, que toi qui nous écoutes, tu sois ce parent qui a subi, que t'as eu, bah, du coup, des enfants qui ont, par ricochet, subi ça, et que tu te Mmh. dises, putain, en plus d'avoir vécu ça, j'ai créé un trauma chez mes enfants. Non. D'accord? C'est vraiment, on compartimente les choses et on fait pas d'amalgame. Par contre, on prend ses responsabilités et on met les choses en place. Voilà. Je sais Exactement. pas si c'est clair, ce que je partage là, Ouais. mais c'était important, en tout cas pour moi, de le préciser. Non, non, t'as bien fait de le préciser, vraiment de pas culpabiliser justement les personnes qui ont vécu ça ou les parents, parce qu'ils ont Mhm. fait avec leur carte du monde du moment, ils ont fait avec Exactement. possiblement les stratégies qu'ils ont apprises. Si dans leur famille les stratégies apprises c'est ben repousser le problème au loin, c'est le régler, ben ils ont reproduit les mêmes stratégies et il y a une envie de bien faire en fait derrière. Il y a une intention Mhm. positive derrière, mais c'est peut-être pas la stratégie qui était la plus adaptée. Et toi qui nous écoutes, c'est important que si tu l'as vécu en tant qu'enfant, par exemple, de pas en vouloir à tes parents, d'accord, de comprendre qu'ils ont fait au mieux, d'accord. Même le parent qui a été violent, hein, Ouais. il a juste, c'est, ça fait pas de lui un monstre, ok. Il a Complètement. peut-être reproduit des stratégies, des schémas qu'il a vécu. Il a peut-être, c'est peut-être une manière pour lui d'exprimer une frustration. Ça n'excuse pas, Tout à fait. d'accord, Mhm. mais c'est des choses qu'il a traînées sur le long terme et c'est ressorti de cette façon-là, à ce moment-là, en fait. Ouais. Et son acte n'est pas excusable, mais ça fait pas de la personne quelqu'un de mauvaise ou un monstre et que tu vois. Donc faut Complètement. sortir de cette Faut dualité-là, savoir tu faire vois. la, Ouais. la, la part des choses. Ouais, tout à C'est fait. ça. Faut savoir faire la part des Tout à choses fait. parce que vraiment derrière une personne violente, il y a peut-être aussi un enfant brisé qui porte des cicatrices depuis des années et Très que certainement. malheureusement il a été seul pendant des années et c'est comme ça que c'est ressorti. C'est ce que je disais. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime et ça finit à ressortir d'un moment ou l'autre. Et Mhm. malheureusement, bah t'as une personne qui est au mauvais endroit au mauvais moment et c'est elle qui prend tout dans la figure. Ouais, Et ça complètement. c'est triste. Donc voilà. Donc les autres conséquences, les choses que l'enfant peut porter jusqu'à l'âge adulte et qui peuvent l'accompagner, ben il y a tout ce qui est peur, peur de revivre le trauma, peur des représailles, parce que même si la personne a grandi, ben en fait Mhm. elle a quand même cette peur de représailles. Le manque d'information va venir ajouter encore plus de poids à ce que la personne vit. Et bah, il Ouais. y a encore une fois cette difficulté à briser le silence malgré tout, même si la personne a grandi, même parfois si les parents sont plus là, il y a cette peur de briser le silence parce que Mhm. c'est une forme de trahison en fait envers la famille ou envers le parent qui a vécu ça. Et voilà. Et vraiment, je le rappelle, c'est pas juste l'histoire de tes parents, c'est aussi ton histoire. Et vous avez chacun vécu cette situation à votre manière. Peut-être Julien, on va passer sur les conséquences profondes et les Ouais. signes que qu'un enfant vit ça ou Mhm. qu'une personne même adulte a vécu ces choses-là. On Tout à prend fait. pas ces signes de façon isolée. Hein. C'est pas parce que tu as une personne qui a des troubles du comportement, qui a un TOC, que tu vas dire ah bah tiens, ça veut dire qu'il a vécu. Non, c'est Non. plusieurs. Ouais, Il faut qu'il y ait plusieurs critères, effectivement, qui soient complétés. Fait que c'est là, on ça. va donner une liste, qui est pas exhaustive, mais en tout cas les grandes Ouais, lignes ouais, de la ce qui grande peut ligne. effectivement se produire quand on a été soumis à des violences
conjugale dans l'enfance Ouais. et tous les traumas profonds que ça peut avoir. Engendré. Mais voilà, comme tu le dis, Samir, c'est pas dire je prends, on fait pas du cherry picking là, on prend pas juste ce qui résonne pour nous et puis là on se dit finalement c'est ce que j'ai vécu donc c'est de la faute d'eux. Ça se trouve C'est t'as ça. rien vécu du tout et que t'as rien vécu du tout. Si t'as vécu des trucs, mais pas de cette nature-là et qu'en fait t'es en train de te fabriquer une logique basée sur des C'est ça. arguments que t'auras vraiment sélectionné en mode c'est hyper sélectif pour que ça colle dans ton système. Et d'ailleurs, il y a plein de problématiques autour de ça. On en parle souvent dans les cours justement pour expliquer l'importance de pas aller remuer la merde et de pas aller fouiller plus que ça dans le passé, parce qu'en fait, même dans le domaine de la psychologie, il y a beaucoup de psychologues en fait qui ont construit et fabriqué des traumas qui n'existaient pas chez leurs patients, en s'appuyant et en disant mais non, la théorie dit que c'est ça, donc c'est ça que tu as vécu, donc faut que tu retrouves l'origine, faut que tu retrouves le point. Et en fait, il y a des trucs qui ont été fabriqués de toutes pièces et les gens se retrouvent avec des traumas qui ont fabriqué à l'intérieur, puisque le trauma, encore une fois, se fabrique à l'intérieur. C'est pas l'événement qui le provoque, c'est tout ce qui en suit. Et du coup, on se retrouve avec des traumas qui sont difficilement résolus, parce qu'en fait, ils ont été créés de toutes pièces sur quelque chose qui a été imaginé et guidé par un professionnel qui était pourtant bien intentionné. Mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, Julien, il y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo sur Insta où j'étais scandalisé. J'avais mis un commentaire. En fait, le mec parlait de la mémoire sélective et en fait, en expliquant, en fait, voilà, si tu ne te rappelles plus de ton enfance, c'est que tu as de très 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 fortes chances que tu as vécu ceci, que c'est des traumas, que tu as vécu nanana. Et en fait, tu as des personnes derrière qui c'est ça, psychologie de comptoir. Et derrière, après, tu regardes les commentaires et t'as des personnes qui font, moi, je me rappelle plus du tout de mon enfance, tu vois. Et en fait, j'ai directement ça veut dire mis qu'il m'est arrivé quelque chose. Ouais. Exactement. Et ça crée des souvenirs parce que t'as la personne qui va cogiter. Et tu sais, le cerveau, il est très fort pour s'auto-convaincre de quelque chose. Et tu vas dire, en fait, si on m'explique que mémoire sélective égale obligatoirement trauma, ou même si la personne a dit il y a de fortes chances, c'est-à-dire qu'il y a aussi une chance que c'est pas le cas, mais tu as utilisé quand même il y a de fortes chances, tu vois, si tu vois l'impact des mots, en fait la personne elle va se créer un trauma et derrière après elle va être dépressive, elle va vivre de la mélancolie pendant je sais pas combien de temps sans comprendre pourquoi, alors que non, ferme-la en fait. Enfin je sais pas, mais fais attention à ce que tu fais. Ou alors donne toute l'information puis donne-la dans le bon cadre. C'est ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on ne se souvient pas. En fait, notre mémoire n'imprime pas les choses comme sur un film de vidéo. Tu sais, t'as pas la bobine qui enregistre. En fait, ce que tu enregistres, c'est l'expérience émotionnelle, c'est la charge émotionnelle que tu vas associer à des événements spécifiques, que tu vas revisiter. Parce qu'en plus, ça, c'est un truc qui est quand même assez dingue quand on regarde comment ça marche. C'est que ce que tu te souviens d'éventuelles situations traumatiques de ton passé, d'événements traumatiques, en fait, ce dont tu te souviens, c'est de la version de la dernière fois que tu t'en es souvenu. C'est même pas l'événement lui-même, c'est comment est-ce que tu t'en es rappelé la dernière fois que tu t'en es rappelé. Donc, comment tu l'as chargé émotionnellement, sous quel angle tu l'as regardé, c'est ça que t'imprimes. En fait, au fur et à mesure de ta vie, tu peux repasser plusieurs fois le scénario dans ta tête. Il te paraîtra toujours réel, concret, c'est ce qui s'est réellement passé, parce qu'en fait, tu as la charge émotionnelle qui vient donner une valeur de vérité. C'est un peu comme des lunettes 3D que tu mets, que tu as l'impression que tu es dans le truc. Mais en fait, c'est ton cerveau qui te trompe. Et la version que tu es en train de revivre dans ta tête, c'est la version que tu as revécue la fois d'avant. Et toutes les fois où tu revis, c'est en association avec ce que tu vis sur le moment. Donc en fait, c'est dénaturé, c'est transformé, c'est ça. Et en fait, tu peux pas faire confiance à ta mémoire là-dessus. Et c'est là aussi où c'est important de faire cette distinction, mais ce genre de discours de regarde, si tu as ces 3 symptômes-là, ça veut dire que ta gueule, en fait. C'est comme Google Santé, là, ça sert à rien. Tu regardes pour un truc, tu finis avec 3 cancers. Exactement. En fait. Ouais, mais c'est bien là ce que tu dis, parce que c'est effectivement le cerveau, c'est ce que il prend des micro-moments, c'est vraiment des très courts moments, il garde l'essentiel de l'information. Trauma, il va prendre ça, cri, nuit, coup, ok. Il prend juste les petits éléments, et puis en fait, à chaque fois que tu cherches à t'en rappeler,
tu vas faire en fait il va reprendre les éléments isolés et il va recréer une histoire. Et en fait c'est pour ça, Julien, que nous dans notre des fois lorsqu'on travaille avec des clients, en fait, si tu veux, on peut transformer l'expérience vécue et en fait l'histoire elle change. Pourquoi? Parce que vu que le poids émotionnel a été lâché, ben en fait la personne elle revoit plus le souvenir de la même manière et elle peut voir un souvenir qui était sombre comme quelque chose qui est plutôt lumineux maintenant. Et c'est ça, c'est que tes souvenirs en fait sont en partie faux. D'accord? Ils sont pas totalement faux, ils sont pas totalement vrais. Ils sont en partie faux parce que ton cerveau les revisite et en plus si tu rajoutes si ta carte du monde se complète, bah il va venir rajouter peut-être plus de détails, peut-être tu sais, et tu vois les choses Oui, puis totalement même différemment. recoller en fait des souvenirs qui sont pas du tout dans la même sur la même partie de ta ligne du temps. Et en C'est fait, ça. prendre les morceaux, puis recoller ça et mettre tout ça le même jour, la même heure, le même endroit. Et Il te fait un gloubi-boulga de... exactement. Mais il fait ça pour créer de la cohérence. Fait que, C'est ça. enfin bon, voilà. Bref, Allez, on va on se passe sur recentrer les pour conséquences. même si c'est en lien avec le sujet, on va Bah éviter oui, c'est en lien. de trop s'éloigner. Fait que conséquences émotionnelles et psychologiques. Du coup, on a le TSPT, donc les troubles de stress post-traumatique, donc cauchemar, hypervigilance, anxiété, flashback qui peuvent ressortir. On peut avoir du figement, on peut avoir des crises de panique, on peut avoir tout un tas de choses. On a les troubles émotionnels, donc de la tristesse qui est latente, de la peur qui est constamment là, de la culpabilité, de la honte sur tout un tas de sujets en fait sur lesquels ça se répercute, colère, état dépressif, etc. On peut avoir des troubles du comportement qui ressortent, de l'agressivité par exemple qui va ressortir chez les enfants mais qui peut aussi s'exprimer chez les adultes, du repli sur soi, de la difficulté à gérer les émotions, des troubles alimentaires, des maladies psychosomatiques, des TOC qui peuvent ressortir. Mais encore une fois, on reprécise, ça ne veut pas dire que s'il y a ça, il y a forcément toute cette problématique derrière. Ça peut venir de tout un tas d'autres choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ça va ressortir, ben en fait, ces éléments-là ne sont pas là par hasard. Ces éléments-là, en fait, ils se produisent et ils sont des signes qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, il faut quand même y prêter attention et pas les mettre de côté en disant bon bah c'est juste un petit symptôme qui ressort comme ça et puis en fait ça va aller mieux après. Donc au-delà de ça, derrière, on peut trouver des problèmes d'attachement aussi, donc en fait de la difficulté à créer du lien de confiance, peur de l'abandon, peur du rejet, etc. Et puis bah forcément ça peut avoir aussi un impact sur l'estime de soi parce qu'il y a ce sentiment d'être responsable de la violence, l'impression de ne pas mériter l'amour ou de pas être assez bien ou de pas faire suffisamment pour éviter justement qu'il y ait des difficultés qui se présentent finalement dans le cadre familial. Ouais. Si on pousse un petit peu plus loin, qu'on regarde au niveau du développement cognitif, comme ça on va faire toute la liste en une seule fois, et puis on dira ok ça c'est partagé, c'est fait. Donc au niveau du développement cognitif, en fait, on va avoir des difficultés à la concentration, des troubles de la mémoire. On peut avoir des troubles du langage, de l'énurésie. Donc ça, c'est quand on fait pipi au lit. Donc ça peut arriver. D'accord, c'est pas parce que ton enfant va faire pipi au lit une ou deux fois que nécessairement il y a un trauma. Il est peut-être stressé, il est peut-être anxieux, il y a peut-être autre chose, mais c'est des signaux qu'il faut prendre en compte. Et puis le brouillard mental, difficulté à réfléchir, à se concentrer, à pas nécessairement mettre non plus l'étiquette du trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Des fois, ça peut être bien aussi de se poser des questions de, ok, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'environnement? Est-ce qu'il se passe quelque chose qui pourrait éventuellement créer cette pression chez mon enfant que je pourrais évoquer, communiquer? Donc, c'est très important de les prendre en compte. Ouais. Et puis, dans le comportement, bah, il y a agressivité, opposition, isolement, mutisme sélectif. Alors ça, le mutisme sélectif, c'est quand tu as un enfant qui va potentiellement socialiser, communiquer à certains moments, puis dans d'autres conditions, impossible de le faire parler, impossible de le faire réagir. C'est vraiment quelque chose qui se produit. Fait qu'après, on a tout ce qui est comportement, et de toute façon, tout ce qu'on te donne là, ça se répercute aussi à l'âge adulte. C'est vraiment de comprendre que ça suit en fait ton évolution et que ça continue de se répercuter dans tes comportements, dans ta manière de fonctionner à l'âge adulte. Fait qu'on va retrouver agressivité et opposition. On va retrouver isolement et mutisme sélectif. Donc en fait, c'est tu dis plus rien, tu réagis plus, tu es plus en interaction avec ton environnement à des moments spécifiques. On va retrouver du mimétisme de l'enfant par rapport aux adultes. Et là, tu peux avoir deux grandes lignes.
l'enfant qui va copier le parent violent et en fait qui Mmh. va adopter les mêmes stratégies. Alors, pas parce qu'il y a une admiration, mais souvent c'est plus par mécanisme de défense. C'est si je me mets du côté du méchant, bah, j'ai moins de chances de subir en fait le problème. Et il y a aussi l'enfant qui va plutôt tomber dans le mimétisme de la personne La victime. victime. Et dans ce cas-là, bah, va se retrouver à être victime aussi. C'est une victime collatérale par mimétisme en fait de ce qui va se produire. Ouais. Fait qu'après, on a tout ce qui est échec scolaire, baisse des résultats, absentéisme. On peut retrouver ça bien évidemment dans l'échec de la vie professionnelle d'adulte. Et puis les risques d'addiction sont grandement augmentés Ouais. avec tout ce qui est risque de dissociation derrière et de vraiment de détachement émotionnel, puis tout un tas de troubles en fait qui peuvent ressortir de ces éléments. Fait que Exactement. t'as les grandes lignes, toi qui nous écoutes, des conséquences émotionnelles et psychologiques justement d'une configuration comme celle-là. Tu prends pas ça comme un diagnostic, d'accord? Bien Mais sûr. au moins ça te donne les grandes lignes de ah ok, tous ces signaux-là peuvent être des alertes précieuses sur lesquelles porter notre attention et pas se dire ah bah l'enfant est un peu difficile. Ça vaut peut-être le coup de pousser un petit peu plus loin pour voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour éviter justement qu'il y ait une répétition traumatique, même si c'est juste du côté de l'enfant qui se fait un film, qui se parle à lui-même, qui se dit tout un tas de choses, parce qu'on le fait tous, mais ça peut être aussi ça, la source principale de son trauma. Ouais, exact. Ben, merci Julien pour ces partages et vraiment, je le Avec redis, plaisir. mais en fait, tout ce qu'on a donné là, cette liste, comme tu l'as dit Julien, ça concerne aussi bien l'enfant que l'adulte. Ça commence à l'âge enfant et ça continue. Il y a beaucoup de choses qui sont portées jusqu'à l'âge adulte. C'est même quand on parlait d'énurésie, hein, il y a des adultes qui continuent en fait, Bien sûr. malheureusement, de faire pipi au lit parce que justement, il y a tous ces traumas qui sont portés. Donc voilà, juste de garder ça à l'esprit. Peut-être le point aussi que j'allais ajouter, c'est que vraiment, même si on l'a déjà dit, hein, mais c'est important de le redire pour que les gens pour que nos auditeurs ne font pas de raccourcis. On ne prend aucun de ces signes de façon isolée, d'accord? C'est pas parce que quelqu'un a vécu des traumas dans l'enfance, qui a vécu ce genre de trauma dans l'enfance, que par exemple il va reproduire tout, il va avoir tous ces comportements-là ou tous ces signes-là. Quelqu'un a très bien a pu vivre par exemple de ce type de violence quand il était enfant, il a pu être témoin et pourtant il va jamais reproduire ni le schéma Mhm. du parent violent ni le schéma de la victime. Peut-être que physiquement, il va pas donner l'impression d'avoir un de ces signes-là, mais il va en porter intérieurement et ça ne se verra pas. Mhm. Et de toutes ces choses-là, en fait, toutes ces conséquences et ces signes, en fait, ils vont se répercuter dans tout. Ils vont se répercuter dans sa vie privée, dans sa vie relationnelle, dans sa vie professionnelle. Tu vois, des fois, on Mhm. a des personnes dans des entreprises qui ont beaucoup de mal, qui vont reproduire certains schémas qui sont pas bons, qui vont avoir des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire et compagnie. Et en Tout fait, à on va fait. venir, on va dire non, mais il est complètement con, alors que non, en fait. C'est Mhm. juste qu'il est porteur d'un trauma qui est tellement profond, en fait, que ça l'empêche de pouvoir avoir, tu sais, de pouvoir mettre la main ou d'utiliser toutes ses ressources, en fait. Donc voilà. Et c'est pour ça que parfois c'est important de ne pas juger un livre à sa couverture et de comprendre que même si physiquement ou d'apparence, la personne, elle paraît nickel, tu vois, elle a pas été touchée par la vie, pas Mhm. que, elle a pas de cicatrice. Moi, je sais, Julien, que j'ai pris conscience. En fait, j'ai pris conscience que j'étais hyper résilient, hyper fort Mhm. quand j'en ai parlé. J'en ai parlé je me rappelle une fois, j'étais Ouais. dans une, euh, c'est une conférence, tu sais, sur du développement personnel à cette époque-là. Et Mhm. j'avais parlé avec une personne et à ce moment-là, on devait un peu libérer la parole. Et en fait, quand j'ai raconté mon histoire, la personne à qui je l'ai raconté, tu sais, m'a regardé, mais vraiment avec des gros yeux. Et Mhm. elle avait été choquée. Et elle m'a dit, mais en fait, tu sais que quand je t'ai vu là, comme ça, au début, tu sais, au départ, quand je t'ai rencontré à J'aurais l'événement, jamais pensé que. ouais, elle me disait, j'aurais jamais pensé en fait que tu avais vécu tout ça. Moi, je pensais que tu étais un enfant surprotégé, tu sais, quelqu'un qui a pas été touché par la vie, quoi. Tu sais, t'as vécu dans Mhm. le coton. Et elle me dit, Ouais. j'aurais jamais cru en fait que tu avais traversé tout ça. Ah mais Et on sait pas ce que les gens ont traversé. ça, C'est pour on ça sait qu'il jamais ce que. faut, il faut essayer le plus possible. Et c'est pas simple de pas Non, juger les gens, en fait. Tu ne sais pas par quoi ils passent. je ne sais pas par quoi. Ouais. Tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Tu ne sais pas ce qu'ils ont ressenti. T'en sais rien, en fait. Tu sais pas ce qui joue à l'intérieur d'eux. Et c'est trop C'est ça. facile de dire, ah, lui, c'est un pauvre con,
elle, c'est une dinde. Non, en fait, t'en sais rien. Ouais. Tu ne sais pas. Alors, ça ne justifie rien du tout, hein. On n'excuse pas les gens d'être des cons parce qu'ils ont vécu des trucs difficiles. Bien sûr. Mais c'est aussi prendre le recul nécessaire pour prendre en compte les expériences de chacun. Et ce que tu partages là, c'est super inspirant. Et je sais que moi, on m'a déjà fait la réflexion de oui, mais de toute façon, pour toi, tout va bien, t'es jamais passé par rien. Ah oui, Ok, c'est bouge toujours pas, on va prendre facile. un café, je vais t'expliquer un petit peu ce qui se faisait. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Et c'est en plus, c'est pas parce que t'as eu éventuellement, et je te le souhaite, une enfance où il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu d'incident majeur, que t'as pas de trauma. Exactement, c'est pareil. D'accord. Ouais. C'est vraiment à prendre en compte. C'est parce que des fois, t'as des gens qui se sentent coupables de se dire, bah, tu sais, moi, je suis en train de me plaindre, j'ai des trucs qui va pas, mais j'ai pas eu de trauma quand j'étais enfant. Non, non, attends. Mmh. Faut bien comprendre. C'est pas l'événement qui est traumatique. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. T'as C'est pu te ça. faire piquer ton bonbon, ta sucette, ton doudou à la cour de récré et que aucun adulte n'est venu, en fait, te rassurer, t'expliquer que c'était ok, te protéger, d'aller chercher ton jouet, de recevoir des excuses. Juste ça, là, ça peut créer un trauma que tu revis dans ta tête, que tu rejoues, que tu vas réassocier à plein d'événements par la suite dans ta Ouais. vie d'enfant et d'adolescent, même si ça n'a aucun rapport sur le papier. Et en fait, tu vas te fabriquer un trauma tout seul qui va t'impacter à l'âge adulte. Donc vraiment, on ne dit pas que parce qu'un enfant a passé des moments ultra difficiles de par sa situation familiale ou autre, qui, euh, qui en fait mérite plus d'attention ou que lui a le droit d'avoir des traumas et que sous prétexte que toi, a priori, dans ta vie, il s'est rien passé de marquant, que t'as pas de trauma. En fait, t'as des Exactement. traumas. Que tu le veuilles ou pas, il y a des traumas qui sont présents. Est-ce qu'ils ont été pris en charge? Est-ce que t'as mouliné ça pendant longtemps? Comment est ta dynamique psychologique et émotionnelle aussi? Tout ça, ça joue. Mais, encore une fois, l'événement est important. D'accord? Vraiment, l'événement est important et on peut pas le mettre de côté en disant, bah, finalement, un trauma, c'est pas ce qui s'est passé, fait qu'on s'en fout de ce qui t'est arrivé. Non. Mmh. L'événement est très important. Mais ce qui génère le trauma, encore une fois, c'est ce qui se passe après. C'est Exact. ça qu'il faut prendre en compte. Bref, Ouais. j'arrête parce que je me Allez, répète. justement, bah, tu sais quoi? C'est bien parce que je vais rebondir sur ce que tu as dit là. Tu as parlé de prise en charge, justement, de prise en Mhm. charge de ces enfants. Alors là, on va parler vraiment de la prise en charge pour les enfants, pas pour les adultes, avant de donner un peu plus d'outils, en fait, pour les Mhm. enfants et les adultes qui ont été exposés. Donc, en fait, il faut savoir que il n'y a pas suffisamment de prise en charge pour les enfants. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, les professionnels sont pas suffisamment formés. Et quand je parle de professionnels, je parle pas forcément des professionnels de la santé mentale. Je parle Mhm. pas forcément des psychologues et des thérapeutes. Non. Je te parle principalement des professionnels que les enfants voient au départ et qui sont la première porte, Tout à fait. ou la première main qui peut être tendue. Ces professionnels, c'est les enseignants, c'est les soignants, c'est les travailleurs sociaux, par exemple, que les enfants vont croiser, qui vont voir à l'école, qui vont voir dans leur environnement, tu sais, dans leur vie de tous les jours. En fait, Ouais. ils sont pas suffisamment formés aujourd'hui à détecter les signes d'exposition à cette violence conjugale. Il y a beaucoup de méconnaissances justement par rapport à ce sujet parce qu'on parle souvent des personnes victimes, mais on parle pas de ces co-victimes. Et je Mhm. trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'informations sur le sujet. Les langues ne se délient pas suffisamment, ce qui Mhm. fait que malheureusement, ils sont pas au courant en fait. Et ils peuvent avoir 2, 3 enfants dans leur classe qui vivent l'enfer chez eux et ne pas le remarquer. Pourquoi? Parce qu'il y a ce silence qui est, tu sais, l'enfant ne parle pas, ne le montre pas, d'accord? Tout à fait. Et au-delà de ça, vu qu'il y a toute cette méconnaissance, il y a aussi une méconnaissance des actions à entreprendre. Qu'est-ce qu'il Mhm. faut faire? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Comment je dois agir? Tu vois? Donc voilà. Donc ça c'est la première chose en fait qui malheureusement est un obstacle. Il y a aussi la difficulté à obtenir le consentement parental parce que malheureusement, pour pouvoir parler à cet enfant, pour pouvoir l'accompagner, il faut encore l'accord des 2 parents. Il faut encore très souvent, d'accord. Il faut l'accord des 2 parents. Ce qui fait que si demain t'as un professeur ou ou un soignant, peu importe, qui voit qu'il y a des signes et qui dit tiens, votre enfant serait bien qu'il consulte un psychologue, qu'il en parle. Derrière t'as les parents qui disent ah, non non non, moi j'ai pas envie que mon enfant aille voir un psychologue, tu vois. Non, non, pour Ok, qui on va passer? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce ouais, que... Ouais. c'est ça.
Mmh. C'est ça. Et aussi parce qu'ils ont peur que le psychologue il mette le doigt sur ce qui va pas. Donc forcément, c'est ce qui pousse parfois les parents à ne pas donner ce consentement-là. Et encore une fois, les parents sont pas mauvais. Encore une fois, s'ils donnent pas le consentement, ils pensent d'abord à leur intérêt. Ils pensent à parfois même à l'intérêt de la famille. C'est eux qui penser à l'intérêt de la famille en se Mmh. disant ouais mais on va nous séparer, mais notre enfant et ceci et cela, alors que c'est pas forcément ce qui va se passer. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites par rapport à cet enfant-là avant même de séparer la famille, tu vois. Donc voilà. Il y a le manque de ressources, de ressources spécialisées. Donc les structures d'accueil et d'accompagnement, ils sont insuffisantes aujourd'hui. Et il n'y a pas aussi suffisamment de numéros verts. On a des numéros verts pour les victimes, donc France Victime par exemple, mais on n'a pas encore suffisamment de choses pour les enfants. Il y a des services de pédopsychiatrie qui s'en occupent, mais encore une fois, vu qu'il y a Ouais, méconnaissance, mais oui, on puis n'est il y pas a toujours au courant. suppression de postes, il y a suppression de Ah structures, oui, il y oui, ouais. a c'est on s'en va et on va rester concentré quand même sur le sujet, mais malheureusement, on s'en va. Je le vois ici au Québec et je pense que ça doit s'étendre à tout le Canada. Aux Oh, États-Unis, en ce moment, on n'en parle même pas. oui. En France, c'est en train de enfin, il y a tellement de choses en fait qui disparaissent. Tu sais, il y a Mm. des fermetures d'hôpitaux, il y a des fermetures de lits d'hôpital, De numéros verts mais il y a des récemment. fermetures de numéros verts, il y a des fermetures de structures de prise en charge. On s'en va vers une pandémie de troubles justement psychosociaux qui sont assez énormes et Mm. on n'est pas sur la bonne voie. Et c'est pour ça qu'il faut que chacun, chacune, on travaille à s'éduquer sur ces sujets-là. On travaille à mieux comprendre et pas attendre que ce soit le système, encore une fois, qui s'occupe de ça. Parce que si on attend que le système prenne en charge, on sait très bien ce que ça donne. Ouais. C'est toujours la même chose. Mm, C'est mm. toujours pareil. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont mises en place. Attention, je suis pas en train de dire que les Oui. différents gouvernements font pas leur travail. Ils font ce qu'ils ont prévu sur leur agenda. Souvent pas tout. Et parfois pas de la meilleure façon. Mais peu importe. Je crois profondément que c'est pas un système qui est voué à la réussite. En tout cas, sous cette forme-là, qu'il faudrait que ça prenne une direction différente. Mais en tant qu'individu, on a la responsabilité de prendre soin de nous, de faire en sorte de prendre soin des gens qui nous entourent, et puis de pas attendre en fait qu'il y ait des éléments qui soient mis en place de la part des gouvernements, des structures, mais qu'on a le droit de le faire nous de notre côté, et que c'est parce qu'on va le faire nous de notre côté que ça va être pris en charge pour la suite. Ouais. C'est parce que Exact. j'ai eu cette discussion rapidement avec une amie hier, mais il y a effectivement le fait de manifester, il y a le fait de c'est vraiment d'aller dans la rue, de faire des pétitions, de crier au scandale, mais tu as aussi le droit de mettre des choses en place. Tu as Mm. aussi le droit de dire ce qui se passe là ne me convient pas, je vais monter une autre structure. Je vais faire les choses différemment. Je vais mettre en place les choses qui sont pas mises en place. Je vais le faire moi. Et on oublie trop souvent qu'on a ce pouvoir-là. Et c'est tellement dommage, en fait, de l'oublier, qu'on a ce pouvoir-là. Parce que si chacun se bouge les fesses, à sa façon, avec ses moyens, et d'arrêter de faire les choses tout seul et d'être entouré, bah, en fait, on n'aura pas besoin d'attendre que ça bouge là-haut. Parce qu'on va le faire Mm. bouger par le bas, en fait. On va le faire bouger à la racine. Et je crois profondément que c'est la réponse. Mais après, c'est mes convictions personnelles. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, puis c'est 100% ok. Mm. Ouais, bah, merci Julien du coup pour ce partage-là. Effectivement, il y a énormément de manières de faire. Est-ce que toi tu vois aussi peut-être des obstacles justement qui peuvent être des obstacles à la prise en charge de ces enfants-là? Oui, effectivement, Samir, bah, l'autre point, c'est aussi toute la question de mobilité des familles. C'est-à-dire, bah, déjà, il peut y avoir des fugues chez les enfants. Un enfant, ça fugue pas sans raison, là. C'est pas juste une crise d'adolescence quand ton enfant il décide de fuguer. C'est qu'il y a nécessairement autre chose, mais pas forcément ce qu'on est en train de nommer ici. Ça peut être tout un tas d'autres choses. Les déménagements fréquents aussi. Surtout ceux qui sont mis en place pour fuir la violence. Donc en fait, on déménage pas par l'envie de bouger, mais on déménage par le besoin de survie qu'on ressent à un moment donné. Tout ça aussi, c'est des mécanismes qui sont traumatiques en fait dans le temps, parce qu'un enfant que t'embarques à droite à gauche parce que tu lui dis bah tiens en fait on va visiter un nouveau coin, on va vivre dans un nouvel endroit, tu vas rencontrer des nouveaux amis, tu vas voir ça va être cool, et qu'en fait t'as le parent derrière qui a tout dans son langage non verbal et parfois même verbal qui laisse transpirer que
En fait, on s'en va parce que je me sens pas en sécurité. On s'en va parce on est en danger. Il faut qu'on prenne du recul. Imagine un peu la pression qu'un enfant peut ressentir. Justement, toute cette expérience-là. Ils sont pas bêtes, les enfants. D'accord? Ils le savent très bien quand il y a quelque chose qui va pas. Et puis, tout ça aussi, c'est le suivi scolaire qui est pas forcément bon, le suivi médical qui est pas forcément bon non plus par manque de moyens ou par manque de connaissances. En fait, il y a plein de structures malgré tout qui sont disponibles et le problème, c'est qu'il n'y a pas de communication qui sont faits dessus. Ouais. Donc en fait, t'as plein de gens qui ne font jamais appel à aucun service, à aucun soutien parce qu'ils sont pas au courant, parce qu'ils savent pas que ça existe, parce qu'ils savent pas que c'est possible. Donc il y a aussi ce côté-là où je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place. C'est plutôt que d'avoir 4 fois de la pub pour du PQ, pour le même marque en 30 minutes d'intervalle à la télévision, ce serait peut-être bien d'accorder justement à la télévision que la télévision réserve des spots publicitaires pour ces trucs-là et que ce soit fait à zéro. D'accord, qu'on n'ait pas besoin en fait d'investir de l'argent public pour soutenir des structures qui permettent à la population de se sentir bien, de devoir payer une chaîne privée pour faire de la pub. Mais après, voilà, c'est ma vision des choses. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait communiquer, qu'il y ait des encarts sur les journaux qui soient nécessairement attribués justement pour défendre différentes causes et pas toujours les mêmes. Tu sais, d'avoir un roulement, de laisser en fait à chaque cause, à chaque chose qui sont importantes, une place, mais que ce soit pas nécessairement rémunérateur pour la structure. Et je suis pro-capitalisme, j'ai pas de problème avec ça. L'argent c'est très bien, l'argent est important, on en a besoin. C'est pas ça qui nous rend heureux, mais dans un monde capitaliste, on en a besoin. Donc c'est ok en fait qu'une entreprise demande à faire de l'argent, c'est ok que tu prends une chaîne, je sais pas moi, comme TF1 ou M6 ou ce que tu veux en France ou TVA ici au Québec ou une autre, même si je les connais beaucoup moins bien parce que je regarde pas la télé ici non plus, mais c'est ok en fait qu'ils génèrent du chiffre. Mais sur des problématiques sociétales comme celle-là et comme d'autres choses, ils devraient avoir une obligation morale en fait, d'avoir sur les temps d'antenne les plus importants, pas à 2 heures du matin où il y a personne qui regarde. C'est trop facile. Au temps d'antenne où il y a du monde qui est concerné, que, en fait, ces messages-là puissent passer. Mais bon, bref, on va Ouais. pas refaire le monde, hein, c'est pas le but ici, mais voilà, c'est ce qui me venait, et je pense très sérieusement encore une fois, on a plein de choses qu'on peut faire nous, sans attendre qu'il y ait des lois qui soient votées pour que ce soit fait. Exact. Exact. Alors peut-être Julien, on va maintenant donner peut-être des choses qui peuvent être faites. On va commencer rapidement par les enfants et puis après je te laisserai faire la partie sur les adultes. Qu'est-ce qui peut Ouais, être bien fait en sûr. tout cas pour les adultes? La première chose en fait pour les enfants, pour les professionnels justement qui sont en contact avec les enfants, c'est d'apprendre à reconnaître les signes. Encore une fois, un signe isolé n'indique pas forcément un traumatisme. Ça, il faut garder à l'esprit. Demain, tu vois un enfant, même qui a plusieurs de ces signes-là à côté, tu sais, va pas penser que c'est automatiquement ça. Non, c'est juste qu'on reste vigilant. C'est surtout ça qui est important. C'est que si on voit plusieurs de ces signes-là, rester vigilant, peut-être s'approcher de personnes qui sont beaucoup plus professionnelles, voir s'il y a des psychologues dans l'école, etc. Discuter avec eux, dire bah tiens, moi j'ai peut-être un enfant là qu'est-ce que t'en penses? Vraiment de pas prendre aussi tu sais des décisions tout seul là de ok je vois tel enfant, je vais aller appeler la tu sais, je sais pas moi l'assistante sociale ou autre. Non, vas-y doucement parce que sinon après tu peux aussi faire plus de mal que de bien. Donc vraiment Ouais, juste tout à de fait. rester vigilant, ça c'est le plus important. Ensuite de sécuriser l'enfant, ça va être une chose très importante. Mais quand je parle de sécuriser, c'est aussi de le calmer, de le rassurer, tu vois. Mhm. Vraiment, ça c'est l'enfant a besoin de ça, a besoin d'avoir un espace safe et ce serait bien qu'à l'école il puisse le trouver à l'école ou peu importe dans les structures dans lesquelles il est, d'accord, un centre social ou autre, qui Mhm. puisse se sentir en sécurité à cet endroit-là, d'accord, d'essayer de faire en sorte de lui apporter un espace de discussion. Tu sais vraiment s'il se sent à l'aise, il peut discuter et de le rassurer, d'accord. De t'inquiète pas, il y aura pas d'impact. Tu sais si cet enfant a besoin de parler, t'es pas obligé juste après d'appeler les flics et de dire regardez ce qu'il est en train de vivre. Non, juste le plus important c'est ta relation que Dépendamment de tu la vas situation, développer. mais ouais, C'est tout à fait. c'est ça, c'est de le mettre lui entre toi et lui là, de créer cet espace de confidence Mhm. euh, qui puisse vraiment être, tu sais, extérioriser ça et de Bah, valider. tu Ouais, vois, il y a un point, et puis du coup, je le salue en même temps, Sébastien. ouais, Sébastien, qui est un de nos étudiants, qui s'est ok. formé avec nous au Maître Prat en sophro, euh, Mhm. et qui intervient justement dans les écoles. Ouais, Et depuis
qu'il est justement dans les écoles et il est en train de mettre en place un projet pour que ça prenne encore plus de place et qu'il y ait encore plus de choses qui soient mises en place. Mais finalement, tu vois, les jeunes ont cette possibilité d'aller voir Sébastien, de connecter avec lui, de discuter avec lui. Et il remplace pas en fait la psychologue qui est sur place, parce qu'il y a une psychologue dans l'école, mais il travaille conjointement avec la psy. Et en fait, ça a un impact direct. Et ça change en fait la dynamique de ce qui se passe dans l'école. Ça change la dynamique de ce qui se passe entre les étudiants. Ça change en fait ce qui est en train de se produire. Parce que t'as pas besoin en fait d'avoir un doctorat en je sais pas quoi pour commencer en fait à agir à ton niveau et à être simplement à l'écoute et être simplement dans l'attention à l'autre pour lui donner un espace de verbalisation, d'expression, de reconnaissance. En fait, on peut tous le faire à notre niveau. Faut prendre le temps de le faire en fait, tout simplement. C'est super du coup ce que tu partages là et de ce que fait Sébastien. J'ignorais complètement justement qui intervenait aussi dans les écoles. Donc ouais, c'est ça en fait, cette relation que tu vas avoir avec l'enfant, c'est un peu ce qu'il retrouve pas à la maison. En fait, ça lui permet justement, ça sera un exutoire pour lui. Et aussi, toi, tu peux l'aider dans sa gestion émotionnelle, tu sais, en normalisant, en quelque sorte normalisant ce qu'il est en train de vivre, dans le sens où, tu sais, c'est pas grave, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être en colère, c'est normal ce que tu ressens. Ce que tu as vécu, c'est pas de ta faute. Peut-être que tu penses que c'est ta faute, mais ça ne l'est pas. D'accord, c'est une histoire d'adulte et toi t'es un enfant et voilà et d'éviter le c'est rien, sois fort, ça va aller. Enfin, le ça va aller, tu peux le dire, mais en complément de t'inquiète pas, ce que tu vis c'est normal, d'accord, mais tu vas t'en sortir. Mais le c'est rien, vas-y, sois fort, sois courageux, etc. Non, ce qu'il a vécu c'est pas rien. C'est juste, ce n'est pas rien. C'est normal que ce que tu ressens, que par rapport à ce que tu vis, ça t'impacte. D'accord? C'est normal. Ensuite, en fait, ce qui va être important, c'est de pas demander, en fait, à l'enfant de choisir un parent. Parce que ça, parfois, ça arrive, aussi bien quand ça, tu sais, quand ça, on arrive au niveau judiciaire, aussi bien quand ça arrive à l'école avec la psychologue, etc. En fait, le parent, quoi qu'il arrive, l'enfant, quoi qu'il arrive, aime ses deux parents, même celui qui violente. Et en fait, le fait de lui poser cette question, de choisir un parent, en fait, ça va créer un conflit de loyauté qui va être destructeur pour lui sur le long terme. Alors, il y a un point que je voulais repartager justement par rapport à ce que tu étais en train de nommer, Samir, c'est que tu as une recette de base, toi qui nous écoutes, que tu peux appliquer au quotidien. Je t'invite à le prendre en note, je t'invite à l'appliquer, même si t'as peut-être pas les stratégies, t'as peut-être pas les outils qui sont entre tes mains, mais il y a en fait 4 points clés que tu dois garder en tête. La première chose, c'est accueillir ce que l'autre veut te partager. Que ce soit un adulte, que ce soit un enfant, tu accueilles. Deuxième étape, c'est de reconnaître que ce qui est en train d'être partagé et ce qui est vécu, c'est la réalité. C'est pas, mais non, tu devrais pas dire ça, tu devrais pas penser ça, tu devrais pas... Non, non. Tu accueilles, tu reconnais. Troisième point, tu l'as nommé, Samir, c'est la normalisation. C'est normal de te sentir comme ça. C'est normal de vivre ce que tu vis. C'est normal que tu ressentes ça par rapport à tout ça. Et quatrième étape, c'est le recadrage. Fait qu'accueillir, reconnaître, normaliser, recadrer. Si tu gardes en tête ces 4 étapes-là, tu peux, toi, à ton stade, à ton niveau, ton rôle, commencer à accompagner des personnes qui sont autour de toi pour leur permettre d'avoir un espace qu'on appelle de contenance. Et cet espace de contenance, c'est un espace où on s'autorise à exprimer, à verbaliser, à mettre en avant ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut penser, pour s'autoriser à prendre du recul dessus et commencer à le revisiter différemment. Accueillir, reconnaître, normaliser, recadrer. Très très important. Merci Julien pour ce partage et je pense que ça va être utile parce que là ça donne vraiment un process à suivre de voilà, si tu suis ce process, normalement ça devrait aller justement et ça va aider cet enfant à pouvoir avancer. Peut-être le dernier point sur les enfants que je vais partager, c'est si possible de consulter un professionnel de l'enfance. Alors encore une fois, si toi en tant que parent, je sais pas, tu sais, t'es sorti de cette situation-là, si les deux parents sont sortis de cette situation-là, parce que parfois celui qui violente va se remettre en question et il va arrêter ça, en oubliant que l'enfant a vécu ce trauma-là, en fait, que vous soyez
parents en fait, ou que ce soit les personnes qui prennent en charge cet enfant, en fait, c'est important qu'il soit en contact avec un professionnel de l'enfance Mhm. pour qu'il puisse mettre des mots sur ce qu'il a vécu. Ça peut se faire en amont, pas besoin. Encore une fois, ça peut être les professeurs, ça peut être tout ça, mais déjà l'important c'est il va mettre des mots sur ce qu'il a vécu, qu'il puisse comprendre ses émotions et ses comportements, qu'il puisse développer des stratégies d'adaptation, qu'il puisse travailler sur ses traumas. Et parfois, un pédopsychiatre peut aider, mais tous les pédopsychiatres ne pourront pas aider parce qu'il y en a qui sont hyper rigides. Et vous me tapez pas les pédopsychiatres, hein, mais je suis Non, au mais c'est courant dans que toutes les disciplines, il y en a qui sont hyper rigides c'est ça. et ça fonctionne pas bien. Et je pense que ceux et celles qui nous écoutent là, dans cet épisode, s'ils sont déjà passés justement par la consultation de certains professionnels, ils le savent de toute façon qu'il y a des Ouais. professionnels qui sont beaucoup plus à même d'aider et d'autres qui sont perchés dans leur théorie puis qui sont pas C'est du ça. tout C'est connectés ça. à la réalité du terrain. Heureusement, c'est Vraiment, pas la majorité, mais ça ouais, arrive. c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Vraiment, il y en a beaucoup qui font un travail super, ils sont connectés à leur sens, etc. Mais il y en a quelques-uns qui, je sais pas si c'est parce qu'ils aiment pas leur métier, en final, et qui font ce métier-là de façon alimentaire, mais tu vois, tu te dis, punaise, bon, c'est pas aimable comme une porte de prison, et ils sont trop rigides, en fait. Et c'est ce que j'ai entendu de la part de pédopsychiatres aussi, hein, qui m'ont rapporté que, des fois, dans leur métier, il y en a certains qui font des dégâts. Mais c'est comme dans Oui, tous les métiers. C'est pareil absolument. chez les coachs, c'est pareil chez les thérapeutes, c'est pareil partout. Des Complètement. fois, il y en a certains qui, malheureusement, ne rendent pas hommage au métier et ne font pas honneur au métier. Voilà. Et puis peut-être, ouais, si possible, de lui montrer des modèles positifs à cet enfant, qu'il y a d'autres modèles qui existent Mhm. et pas uniquement son modèle familial à lui. Exactement. Alors Allez, avec tout Julien, je te ça, laisse. je vais te donner ici, qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'adulte si toi, tu as vécu justement ces violences-là pendant ton enfance, parce que les traumas, ça laisse des cicatrices profondes qui se manifestent à tous les âges et à tous Mm. les niveaux, que ce soit émotionnel, relationnel, professionnel, financier, peu importe. Donc, les étapes, je te les donne dans les grandes lignes, mais fais-toi accompagner si c'est le cas, parce que c'est pas des choses qu'on doit gérer tout seul. T'es pas en mesure de gérer ça tout seul, d'accord? Faut arrêter de croire aussi que on est grand, qu'on peut se débrouiller tout seul. Non, t'as besoin de quelqu'un qui va te donner du feedback. T'as besoin de quelqu'un qui va regarder tout ça de l'extérieur et qui va te permettre de voir tes angles morts, de te poser des questions, de t'aider en fait à prendre un chemin qui va être différent. Mm. Fait que la première chose, c'est t'informer sur le trauma, si jamais il y a des choses qui t'ont euh, rappelé des éléments de ta vie aujourd'hui dans ce podcast. Si tu as des choses que tu sais qui se sont produites, informe-toi sur le trauma. Une personne informée sur son trauma a beaucoup plus de chances de pouvoir le dépasser et de pouvoir retrouver de la stabilité qu'une personne qui est accompagnée sans qu'elle ait les informations liées à son trauma. Donc c'est important que tu aies de la connaissance. Mm. Ensuite, c'est de reconnaître et d'accepter son vécu. C'est pas en le rejetant, c'est pas en cristallisant ça sur ta ligne du temps et en coupant ton histoire, en disant ça j'en parle pas, que en fait ça va aller mieux. En fait, t'en fais des ombres, et si ces ombres-là deviennent indépendantes de ton système, elles vont t'influencer encore plus. Faut rompre le silence et l'isolement, en parler à des personnes de confiance, intégrer des groupes de parole, d'accord? Aller voir des associations, parler à des personnes qui ont peut-être partagé les expériences qui font écho avec les tiennes, et d'aller simplement parler à ces personnes qui peuvent te comprendre et te dire voilà, moi il m'est arrivé ça mais j'ose pas en parler, je sais pas comment faire, comment toi est-ce que t'as fait. Fait que reste pas seul dans ton coin, cherche du soutien professionnel, bien évidemment, tout ce qui va être TCC, EMDR, le coaching pour progresser sur certains sujets, mais pas pour traiter le trauma, jamais. On peut accompagner et faire progresser, mais on ne traite pas le trauma en coaching. Psychologie, donc psychologue, psychiatre, vraiment une personne de confiance et avec qui tu accroches justement dans la dynamique. Les objectifs, ils sont simples. Mettre des mots, reprendre le contrôle, réparer les schémas relationnels en développant des nouveaux mécanismes d'attachement, des nouvelles stratégies cognitives, de connexion, de communication, de lien que tu vas faire petit à petit au fur et à mesure, d'accord? Ça se fait pas du jour au lendemain. Te dis pas, je vais voir le psy pendant 3 sessions, puis ça va aller mieux. Non, si ça fait des années que tu souffres sur un sujet, c'est pas en 3 sessions que ça va aller mieux. Mais ça va pas te demander non plus 10 ans. Faut que tu trouves la bonne personne qui va t'accompagner là-dessus. Travailler le pardon, ça va être super important. Puis apprendre à gérer tes émotions, qui sont aussi une source énorme de ce que tu revis dans tes schémas traumatiques. Donc c'est important. Développer aussi des mécanismes d'adaptation positifs. Alors,
Il y a des choses que tu peux faire seul, il y a des choses que tu peux faire accompagné. Le sport, la méditation de pleine conscience. Je ne peux que te conseiller de pratiquer la sophrologie à fond. Écriture, art, respiration, gestion de la colère, gestion de la peur, toutes les choses en fait que tu peux mettre en place. Fait que le but encore une fois de ce podcast, c'était surtout d'informer et de te partager des choses sur ces grands oubliés justement des violences conjugales que sont les enfants. Peut-être que tu fais partie de ce groupe-là, peut-être que tu fais partie d'un autre groupe. Ce qu'on a partagé et expliqué aujourd'hui, j'espère que ça te paraît bien clair. Si tu as des questions ou tu as besoin de précision, tu laisses un commentaire sous le podcast, peu importe où est-ce que tu te trouves, ou tu nous envoies un message et ça nous fera plaisir de te partager les informations qui sont à notre disposition ou éventuellement de te dire, tiens, regarde, tu pourrais consulter tel type de professionnel, ça pourrait t'aider à progresser sur ton sujet. Donc, n'hésite surtout pas. Et puis voilà, t'as les grandes lignes. Maintenant, à toi de pousser plus loin ton investigation, si tu as besoin d'en apprendre plus. Exactement. Écoute, moi, je vais t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast et le partager à un grand monde parce que, encore une fois, ce que je dis, c'est que ça, c'est un sujet qu'on n'aborde pas suffisamment. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'informations. Il y en a, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et du coup, ça pourrait permettre aux enfants, en tout cas aux parents dont les enfants ont vécu ces traumatismes-là, de comprendre le trauma que leurs enfants vivent et vont peut-être traîner sur le long terme. Donc l'importance de pouvoir les aider plutôt que de leur dire non, c'est pas grave ou c'est pas grave, il a juste vu ça une fois et puis c'est bon. Et puis aussi, ça permettra aux adultes qui peut-être se reconnaîtront dans les différents signes, dans ce qui a été partagé et qui se diront ah bah tiens merde, tu vois, je viens de me rendre compte que je reproduis certains schémas ou je revis certaines situations, que ce soit au boulot, que ce soit à l'école, que ce soit dans ma vie amoureuse, etc. Et en fait, ça vient du trauma et je sais pas pourquoi à chaque fois je revis ces mêmes souffrances. Tu vois, ça te permettra vraiment de le comprendre et je l'espère de te pousser à à aller consulter ou travailler avec quelqu'un qui pourra t'aider à te débarrasser de tout ça ou au moins transformer ces traumas. Donc voilà. Exactement. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est le mot de la fin, c'est que je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.